Bonjour Victoria. Bonjour Thierry, Eh oui, voilà, on est toujours en bonne santé, donc on est toujours en live. on est très heureux d'être en bonne santé. Oui, Et merci à tous ceux qui nous écrivent, parce que ça nous touche énormément, parce qu'ils sont très contents de notre énergie, et c'est vrai qu'on a de l'énergie à revendre, et surtout aujourd'hui, c'est le jour de la banane. oui, la banane qu'on va mettre sur nos visages, pas pour vanter les mérites d'un fruit bien précis, avec une marque qui vous vient en tête. C'est aussi ça le monde de la publicité, hein. C'est tout de suite penser à l'annonceur, penser à la marque. Mais je vais gentiment réduire le débit de ma parole pour parler de quoi, Victoria? De slow journalisme. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire du journalisme à deux à l'heure? Bon, je crois qu'on a un invité pour nous aider à trouver la définition exacte de tout ça. Je crois aussi. Alors aujourd'hui, on a invité Patrick Valélian, qui est directeur général de 7.ch SA et rédacteur en chef de MOOCs 7, magnifique MOOCs 7. Donc bonjour Patrick. Bonjour. Voilà. Alors, je crois qu'il est impératif que tu nous expliques quel est ce concept de slow journalisme. Déjà, merci pour l'invitation. Et puis, je suis trop content de pouvoir vous parler aujourd'hui, et surtout en cette journée de la banane, Ouais, c'est important, hein. ouais, qui me permet d'être en pleine forme et plein de vitamines pour affronter cette pandémie. Alors, le slow journalisme, c'est quoi? Le slow journalisme, c'est un état d'esprit, en fait, hein, un petit peu comme la slow food, est un état d'esprit également par rapport à la gastronomie. Nous, on est dans la même logique au niveau de l'information, c'est-à-dire qu'on privilégie l'information qui prend son temps, on privilégie l'information qui n'est pas forcément et de loin pas dans l'actualité. Donc, on va chercher des sujets qui sont traités en plusieurs mois. Généralement, il nous faut entre 10 et 18 mois pour réaliser un sujet, pour un récit en fait. Et puis, c'est des sujets qui prennent le temps, donc l'espace qu'il faut, le temps qu'il faut. Donc, s'il faut 200 000 signes pour écrire une histoire, on lui donne 200 000 signes. S'il lui faut un peu moins, c'est moins. Mais en général, c'est des histoires relativement longues, ce qu'on appelle des longs formats en gros. Et ça nous permet aussi d'enquêter. C'est beaucoup des sujets d'investigation en termes d'investigation sur le long terme. C'est des sujets de terrain, c'est-à-dire que on va beaucoup et uniquement, j'allais dire même sur le terrain. Donc on va constater des visus de ce qui se passe ici ou ailleurs. Donc voilà, c'est ça la grosse différence entre j'allais dire le journalisme classique et le slow journalisme. Et puis c'est aussi cette volonté de pas laisser la réalité se résumer à l'actualité, hein. Ça c'est notre slogan, mais en même temps c'est un slogan qui résume bien ce qu'on fait et qui est un peu tendance d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on se rend compte, et c'est pas, nous on a lancé ça il y a 5 ans, hein, et depuis 5 ans on travaille sur ces récits. On a sur notre site internet 7.info en gros mis en ligne quelque chose comme 1500 et dans le même temps aussi, puisqu'on produit du papier, donc on va sortir la semaine prochaine au niveau kiosque et librairie, c'est plus possible parce qu'elles sont fermées, mais kiosque et numérique, mais aussi kiosque, gare et compagnie, parce que Seven Days est encore ouvert, et également sur la boutique de Payot et sur notre boutique. Notre prochain MOOC, là on est au 30e MOOC. Donc, tu as réussi juste à le finir avant la fin de l'activité normale. Ouais, alors pour le coup, c'était pas du slow. Là, c'était du rush. C'était vraiment du rush. Donc on a réussi à terminer effectivement le MOOC. Il nous faut un mois et demi de production, hein, en termes de production, impression, reliure et distribution. Donc on a pu le terminer juste avant le confinement, et on a pu compter sur un imprimeur et sur toute une équipe qui a réussi à produire ce MOOC qui est consacré exclusivement pour le coup pour notre 6e anniversaire, parce qu'en fait nos 6 ans là maintenant, notre 6e anniversaire est consacré à Joseph Kessel avec des textes inédits, des photos inédites. Enfin, c'est parfait, c'est la grande évasion, comme ça nous permet de voyage, quoi. Ah, c'est super. Exactement, c'est vrai. Ça, c'est un spécial évasion, spécial anti-confinement, puisque Kessel était un aventurier quand même du XXe siècle, quelqu'un qui a écrit des histoires juste incroyables, gourmandes, délicieuses. Enfin, vous allez vraiment vous régaler avec ce numéro, et on est très très fiers de pouvoir le sortir. Et surtout, on remercie vraiment
toutes les personnes avec qui on peut travailler, notre imprimeur, leur livre, les gens qui font la distribution, c'est juste génial de pouvoir sortir ça maintenant. Ouais. Alors revenons peut-être sur cette notion de slow journalisme. C'est vrai que dans le journalisme, il y a plusieurs types d'écriture. Et je crois que c'est intéressant aussi d'aborder cet aspect-là, entre l'édito qui est quelque chose de personnel, à la brève qui est très ancrée dans le temps, à l'article qui vient d'une conférence de presse, à l'article. Je veux dire, il y a énormément d'hiérarchie dans l'écriture, et c'est vrai que plus on prend du temps pour faire un article et plus on allait dans le monde du magazine et moins du journal. Dans le monde du web, est-ce qu'on a gardé on a l'impression que ces distinctions n'existent pas, enfin elles sont moins marquées. Alors oui, et surtout dans le journalisme, qu'en fait, comment dire, ce journalisme pour nous, c'est l'intersection entre la littérature, le journalisme, l'intersection entre des travaux très personnels, parce que finalement on se livre aussi dans ces sujets-là. On ose le jeu, ce qui est très mal vu en général dans les récits publiés dans les médias traditionnels. On ose surtout se mettre en scène. Ce qui est très télévisuel, enfin tout cas c'était beaucoup moins finalement dans le journalisme classique. Donc et puis surtout c'est très écrit, quoi. On a des dialogues, on a la volonté aussi d'écrire. Donc le niveau de langue est plus exigeant. Oui, justement, oui, le niveau de langue est beaucoup plus exigeant. C'est-à-dire qu'on réécrit beaucoup de choses, on retravaille beaucoup avec les auteurs, et surtout on a une grosse capacité aussi de fact-checking, de relecture, de correction. C'est-à-dire qu'on a dans le slow journalisme, c'est pas uniquement la question de produire lentement, mais c'est aussi une production où on est très à cheval sur la précision des mots, la précision aussi des informations. Et c'est la grosse différence avec le web aujourd'hui, où la production en fait rapide, la fast food, la fast news, un peu comme le fast food, quoi. On produit, on livre, et puis on s'en fout si c'est vraiment vérifié ou vérifiable, hein, tandis qu'il y a des informations, elles sont vérifiées et vérifiables. C'est ça la grosse différence, parce que en gros, moi, c'est ma conviction en tant que journaliste. On se sauvera en tant que journaliste si on revient vers l'essentiel, qui est le terrain, et surtout mettre finalement dans chaque article, dans chaque récit, beaucoup de son âme, beaucoup de son parcours, beaucoup de sa créativité également. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'il y a énormément de dépêches qu'on lit sur les sites soit gratuits, soit même de dépêches classiques, hein, sont des dépêches écrites par des robots qui peuvent écrire des dépêches soit de gauche, soit de droite, soit plutôt du centre. Mais avant d'arriver sur ce monde, je dirais, de demain, enfin d'aujourd'hui, mais de demain, qu'est-ce que tu penses de l'exercice inverse de ces écrivains qui sont en train d'écrire leur journal de confinement? Donc c'est de la littérature qui passe pour l'actualité, donc c'est l'inverse, et qui est souvent un exercice qui aurait dû être quelque chose de mémorable. Or, on s'aperçoit que c'est souvent assez plat. Ouais. Oui, parce que ça dépend aussi ce que tu décris, quoi. Ça dépend ce que tu vis. Si tu es chez toi, sur ta terrasse, à décrire que les oiseaux que tu peux voir, et puis, j'allais dire, ton chat qui se promène et le dernier bouquin que tu viens de lire, c'est plutôt chiant comme situation. Par contre, si tu es dans une situation où d'immersion, quoi. Il faut être dans quelque chose, quoi. Oui, exactement. Tu peux passer par contre. Moi, j'aurais adoré voir ces écrivains qui sont sur leur terrasse dans les hôpitaux. J'aurais adoré voir ces écrivains sur leur terrasse en Chine, nous raconter aussi ce que c'est qu'un déconfinement. Enfin, voilà, c'est ce que faisait un Joseph Kessel, c'est ce qu'a fait un Nicolas Bouvier, c'est ce qu'ont fait d'autres écrivains. Albert Londres, qui n'était pas forcément un écrivain pour le coup, mais a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Donc, ces gens-là, la caractéristique aussi de notre journalisme, ce qu'on aime, nous en tout cas, c'est le terrain. Et c'est de partir là où ça se passe, pas forcément là où l'actualité te dit que ça se passe, mais là où des choses se passent. Et en général, c'est pas sur ta terrasse avec ton chat et le dernier bouquin à la mode, quoi. Alors après, j'ai rien contre ces carnets de confinement. Je pense que ça sera intéressant de les lire dans 50 ans, dans 100 ans, parce que ça nous donnera des impulsions peut-être un peu différentes. Mais au final, enfin, tu le résumes toi-même, c'est pas hyper intéressant, quoi. Et surtout, je pense qu'il y a mieux à faire aujourd'hui. Effectivement, c'est de partir sur le terrain, c'est d'enquêter, c'est de chercher des informations. Puis après, il n'y a pas que le Covid, hein, il y a plein d'autres choses qui se passent dans la vie et sur cette planète, et c'est important d'aller là aussi. Et ça, c'est un peu ce que nous on aime bien faire, c'est les sentiers un peu de traverse de l'information, c'est d'aller là
quelque chose d'autre se passe, quelque chose d'intéressant, d'intérêt public. Et je pense qu'il y a aussi un autre problème, c'est l'intérêt public aussi dans l'information, qui est parfois un petit peu galvaudé. C'est-à-dire qu'on, parce qu'il y a une actualité qu'on vous dit il faut à tout prix être là, que au final, ce que vous allez en retirer est d'intérêt public et fait avancer la cause de l'information. Moi, je suis pas totalement persuadé par ce côté un peu suivisme qui est un peu la tendance actuelle, quoi. À propos de terrain, on va saluer nos auditeurs parce qu'on en a un qui est sur le terrain. Alors, il n'est pas sur une terrasse, il est en Thaïlande. C'est notre ami photographe de son état, Régis, qu'on salue, puisqu'il nous fait un petit coucou de Thaïlande pour le confinement dans lequel il se retrouve, je pense, à devoir mettre tout ça en image. On lui souhaite de bien aller et puis surtout de nous ramener des images de ce confinement vécu depuis là-bas. On a l'impression que quand on parle de slow journalisme, j'arrive pas à le dissocier avec snow, désolé, voilà, avec ce qui se passe, surtout avec ce qui se passe maintenant, on est pile poil dans l'air du temps puisque on a fait le constat durant ces lives, vous en êtes tous déjà acquis, à la cause, on est dans la surinformation, l'infobésité, on est presque dans un ras-le-bol d'écran, d'accès à ces écrans, on voit que l'internet ralentit, et une offre comme celle de 7, moi, me semble arriver à point nommé. Quel a été le point de départ, la toute première motivation à donner justement dans ce qui allait être, excuse-moi le terme, une mode, que le slow journalisme? Quelle a été ta toute première raison d'aller dans cette direction? Alors, tu as utilisé le mot qui a été central pour nous, c'est infobésité. Effectivement, il y a 5-6 ans, enfin il y a 6 ans en l'occurrence, quand on s'est lancé, tout le monde rigolait quand on parlait de ces mots-là en disant aujourd'hui, il y a une infobésité. C'est-à-dire que les gens sont bombardés, ils savent même plus, ils sauraient même plus dans une heure te dire ce qu'ils ont vraiment lu comme information parce qu'on ne retient plus tout ça. En fait, on est bombardé d'éléments, il nous reste que des impressions, en gros, on est dans quelque chose qui est, on est gavé, quoi. Véritablement, on est gavé d'informations. Et nous, on a mis en place, par notre manifeste, mais aussi par notre projet, l'idée d'avoir une information où on lève le pied, on se dit qu'est-ce qui est important aujourd'hui, qu'est-ce qui est important demain, qu'est-ce qui est important hier, où on est utile. On a une information qui ose l'excellence parce qu'on justement on se bat avec des gens qui nous relisent, qui retravaillent avec nous. Il y a tout un réseau d'intermédiaires qui s'est mis en place et moi je les remercie. Chaque fois que je peux leur parler, je les félicite parce qu'ils nous remettent aussi, ils nous recadrent aussi en tant que journalistes, ils nous poussent à aller ailleurs, pas forcément dans des très loin, mais ailleurs véritablement. Et donc on a aussi ce réseau-là qui est important. On a aussi dès le départ, on s'est dit on doit changer de rythme. On doit arrêter d'essayer de courir après l'actualité. Je ne sais pas parce qu'à 14 heures on vous donne une information qu'il faut avoir quelque chose qui à 16 heures soit bien construit, ce n'est pas possible. On n'a pas les gens pour cela. Même des médias comme New York Times où il y a 1600 journalistes, ils se sont rendus compte, New York Times, il y a quelques temps maintenant, que moins ils s'en faisaient, mieux le faisaient et plus ils avaient d'abonnés. C'est exactement notre réflexion. C'est-à-dire qu'il faut faire, à mon point de vue, moins, mais mieux, et arrêter avec des informations qui sont plus crédibles, qui sont mieux construites, et laisser le flot de la news, on peut pas lutter là contre, on n'a pas les moyens intellectuels d'être aussi spécialisés dans la problématique des schémas de mortalité. Si on parle du Covid, on n'est pas infectiologue, on n'est pas virologue. Enfin, c'est des gens qui ont besoin de temps aussi, donc pour étudier tout ça. Et là, du jour au lendemain, on a des médias qui se disent attends, on va vous expliquer toute cette crise, on va vous donner toutes les informations qu'il faut pour savoir comment vous comporter, alors que aujourd'hui on vous dit ça, puis demain on vous dira bah tiens tu toussais et t'as infecté des gens à 5 mètres, là on t'a dit au départ que c'était à 2 mètres et finalement c'est à 15 mètres. Enfin bref, on est dans une espèce de mélasse qui fait. Et puis on a quelque chose aussi de nouveau est apparu, c'est que maintenant c'est la conférence de presse qui est devenue le message. Et ça, jusqu'à maintenant, ça n'existait pas. C'est-à-dire la conférence de presse, il n'y avait que des journalistes qui assistaient. Mais c'était pas quelque chose de public. Même si on a vu que grâce à des lives, on a pu. Certaines marques ont essayé de faire des conférences de presse, mais très vite, ça n'a pas marché parce que c'est pas du tout sexy. Enfin, je veux dire, c'est pas intéressant en tant que tel. Et là, c'est devenu comme une norme. C'est devenu le message. Et je trouve que là, on est passé à quelque chose de totalement nouveau,
où il n'y a plus de distance et donc l'analyse, chacun se la fait par lui-même. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est un glissement dangereux ou pas? Alors alors dangereux, non, je pense pas, parce que c'est intéressant de pouvoir aussi. Enfin, on est des citoyens en principe et des gens bien informés, et c'est grâce à finalement à notre formation, notre éducation qu'on peut aussi évaluer les informations qu'on nous donne. Et le problème, tu fixes, tu pointes un problème qui est juste énorme. C'est ce que j'appelle moi la Trumpisation de l'information. Ça veut dire que Trump, il a besoin même d'une conférence de presse pour influencer la bourse ou influencer le monde. Non. Et sa dernière conférence de presse a été épique. Hein. Mais totalement. Il arrive avec un tweet aussi à changer plein de choses. Enfin, c'est juste impressionnant. Et aujourd'hui, on est dans la même logique. Je veux dire, aujourd'hui, on a des autorités qui communiquent, et c'est leur rôle. Moi, j'ai rien à contre. Mais les journalistes n'ont pas à reprendre tel quel ces informations-là. Je veux dire, sur le fond, quand on dit, la mission d'un journaliste, c'est justement d'aller recouper, retravailler, pouvoir aussi apporter quelque chose de différent, de pouvoir dire aussi si les autorités se trompent, de pouvoir aussi dire si les autorités ne disent pas totalement la vérité. Moi, je me rappelle d'un journaliste, un enquêteur incroyable qui s'appelle Seymour Hersh, qui est un des grands journalistes américains, qui a dénoncé énormément de scandales, hein. Graib, c'est lui notamment. Il avait donné un petit workshop à Genève il y a quelques années, et moi, je lui avais posé une question plus simple finalement. Comment tu dois anticiper, comment tu dois percevoir finalement une information d'un État. Et lui m'avait dit, de toute façon l'État ne dit pas tout, donc part de l'idée qu'il ment. Donc le boulot du journaliste, c'est de douter de ce qu'on lui donne comme information, de douter de ce qu'on lui donne comme de la communication, parce que chacun a son métier, et de ce doute, de pouvoir construire après quelque chose qui s'appelle une information. Et le problème aujourd'hui, c'est que si on te donne une conférence, une information, ou on te communique quelque chose à 15 heures dans une conférence de presse, et je suis désolé, mais je pense que tu ne seras incapable de pouvoir donner quelque chose de construit à 16 heures, à 17 heures ou à 18 heures. Il faut du temps. D'autant que personne ne sait ce qui se passe, parce que je veux dire, lorsque oui. tu parlais dans les articles que toi tu publies, il y a du fact-checking, mais là, oui. C'est impossible d'avoir un fact-checking. On le voit bien sur le fameux médicament dont je serais incapable de donner son nom. Personne, tu as autant de chapelles que de groupes médicaux. Comment est-ce que tu veux que le commun du mortel puisse décider quel est le bon médicament? Je veux dire, c'est hallucinant, quoi. Et oui, et c'est chacun son métier. Je veux dire, de nouveau, hein, les autorités sanitaires ou médicales nous ont expliqué il y a quand même quelques années que le nucléaire, finalement, c'était pas si mauvais pour la santé, que les OGM, c'était très bien, et puis, je sais pas, que tel ou tel médicament qui maintenant sont sur liste noire étaient très bons pour la santé. Donc, je veux dire, il y a des choses aussi qui évoluent grâce à l'information, grâce au travail d'investigation, grâce à des équipes aussi qui font que, finalement, on remet en question, on doute finalement de ce qu'on nous donne. Et c'est ça l'intérêt finalement de notre société et du web également, c'est douter. On doute, donc on est en fin de compte. Et aujourd'hui, dans des situations comme celle-là, moi je trouve une forme d'arrogance quand même du milieu médiatique de dire voilà, c'est la vérité. Ben non, c'est pas la vérité. La vérité, elle n'existe que grâce à des documents, grâce à des preuves, grâce à des choses qui sont vérifiables et vérifiées. Et aujourd'hui, on est dans une situation, on est dans le flou. Donc, à un moment donné, on doit aussi pouvoir dire, voilà ce qu'on peut vous dire aujourd'hui dans l'état de nos connaissances, mais soyez certains qu'on va creuser pour aller plus loin, qu'on va investiguer pour vous permettre d'être plus, ou d'être mieux informés. Aujourd'hui, on est vraiment trop dans un flux totalement, incontrôlable, et qui remet en question véritablement notre rôle. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Beaucoup de médias aujourd'hui font moins, mais mieux. Et je pense que ça, c'est quand même assez important de rester sur cette logique-là. Puis à un moment de dire, on peut pas aller plus loin que ça aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut vous dire parce qu'on a vérifié ça. Voilà. Est-ce que une des promesses que le web amenait aussi, c'était de nous dire, comme tout le monde pourra donner son avis. Si tu veux, on aura la multiplication des avis va nous permettre d'arriver à la vérité. Or, j'ai l'impression que ce monde de transparence qui nous est promis nous rend de plus en plus aveugles. Bon, le web nous a aussi vendu l'instantanéité. Il y avait un double avantage, si en tout cas on peut parler d'avantage comme il a été vendu, l'avant et l'après Twitter, par exemple. Ouais. Mais si une personne est sur place, elle prend une photo, elle est là, dans un truc, il y a un accident, la personne c'est mieux
que le journaliste qui n'est pas devant l'accident, ce Oui. qui s'est passé. Or, on s'aperçoit que le fait d'être devant ne donne pas plus de sens ou pas un meilleur sens que ne pas y être. Et je trouve que c'est assez étonnant que plus on voit et plus on a d'infos et plus même des datas et plus on devient aveugle. Et je trouve ça, il y a quand même quelque chose d'assez dingue. Il y a un paradoxe qui me semble fou. Ah, totalement. Non, mais il y a une grosse différence, si tu veux, dans le métier de journaliste qui est le mien, entre être témoin et être journaliste. On n'est pas dans les mêmes catégories. Je veux dire, sur le fond, être témoin, tout le monde peut l'être. On peut avoir de très bons et le web est génial pour ça parce que ça nous donne énormément de matière. Ça nous permet aussi d'avoir énormément de proximité avec un événement X, Y ou Z. Mais dans le même temps, c'est pas parce que tu es à un endroit que tu vas être témoin de la complexité de cet événement. Et donc, il nous faut du temps, justement, et de l'espace pour pouvoir revenir là-dessus. Je veux dire, moi, j'ai une formation d'historien, et pourquoi cette formation d'historien est importante? Parce qu'elle nous permet aussi d'avoir ce recul nécessaire pour pouvoir, au moment, dire cette information est importante ou elle n'est pas importante. Et donc, on a quand même ce besoin-là. Et aujourd'hui, on n'a plus de filtre, en fin de compte. Et le manque de filtre fait que on a une information, on chasse une autre. Une information a le même poids qu'une autre information. Et là, dernièrement, on a eu tout un débat sur la question des sources aussi. Voilà, c'est pas parce que 3 sources te donnent une information que cette information, elle est véritablement crédible. Il faut avoir des documents, il faut avoir des preuves, il faut pouvoir creuser cette information pour pouvoir aller plus loin. Moi, Roger Disbar, qui est le gars qui m'a formé, qui est l'ancien rédacteur en chef de la Liberté, entre autres, mais qui était un investigateur de premier plan, me disait toujours une leçon. C'était une belle leçon. Moi, je me disais, écoute, n'aie jamais peur de mordre la main qui te donne à manger. Ça vaut pour les sources. Donc les sources, il faut pouvoir aussi les contredire. Il faut pouvoir douter. Lui, il avait un autre mot qui est important, qui était toujours central dans son discours, c'était douter. Vous devez douter de tout. Il faut pouvoir avancer, mais en même temps, vous devez même douter de ce que vous avez publié le jour d'avant. Parce que sur le fond, on est dans un métier où on peut nous donner des informations totalement fausses. Et je veux dire, sur le fond, l'économie, les États sont aujourd'hui à la base de nombreuses informations, mais qui sont très probablement fausses, mais on pourra avoir ce recul-là dans quelques temps. Je veux dire, les questions autour des tests systématiques, autour de la maladie, de la pandémie, si on parle de ça, la question des masques, la question des plans de pandémie qu'on a mis en place, qu'on a payé des millions, qui n'ont jamais été appliqués véritablement comme il fallait, c'est intéressant. Maintenant, ceci dit, maintenant, il faut du recul, il faut du temps pour pouvoir analyser tout ça et simplement pour en tirer quelque chose d'intelligent pour pouvoir corriger ce qu'il y a à corriger pour l'avenir. Alors, on n'était pas en train de mettre la faute sur Internet, mais c'est vrai que Twitter, l'instantanéité, tout ça a quand même sacrément chamboulé l'accès à l'information. Et là, pour le coup, pour illustrer tout ça, on a une très belle question de la room qui nous dit, oui, mais est-ce que le public est-il prêt à attendre pour avoir des réponses? C'est une vraie belle question au vu de tous ces canaux d'information auxquels on a accès, cette instantanéité. L'exemple des masques est un très bon exemple. Non, il n'en faut pas, oui, il en faut pour voilà. Et tout le monde y va de sa propre opinion, mais voilà. Mais est-ce qu'on est tous prêts à attendre pour avoir la véritable info, celle qui sera correctement traitée? Question de Benjamin dans la room. Alors, je comprends les questions ces questions de ce genre-là parce que je me les pose aussi. Mais sur le fond, véritablement, oui, je pense qu'il faut attendre aussi. Il faut pas se presser d'avoir des conclusions. Moi, ce qui me dérange toujours, c'est que souvent on arrive à des conclusions définitives qui sont vraies le lundi et qui sont fausses le vendredi, quoi. Et au final, les médias se décrédibilisent en faisant ça, et les gens aussi, les spécialistes en tant que tels, se décrédibilisent. Donc il faut avoir une forme d'humilité, de se dire, on doit aussi se dire, on ne sait pas tout. Et peut-être qu'à un moment donné, moi, ça plaît pour l'investigation. Moi, j'aimerais bien avoir 1600 investigateurs, journalistes qui font que de l'investigation, comme peuvent l'avoir des médias comme New York Times. On n'a pas ça, parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de les avoir. Alors, à qui la faute? Peut-être à l'État, peut-être à la communauté,
peut-être aux journalistes en tant que tels. Moi, j'aimerais bien avoir une aide directe aujourd'hui qui permettrait de monter des équipes d'investigation sur la question des masques, sur la question des plans pandémie, qu'on puisse, si on parle de l'actu, j'allais dire chaude, j'aimerais bien avoir ces gens-là. Et ça prend du temps pour pouvoir monter des investigations qui nous permettent d'aller vraiment au fond des choses. Ça prend du temps, il faut être patient, quoi. On peut pas avoir toutes les réponses tout de suite, quoi. Ouais, et je trouve aussi l'arrivée de tous ces experts dont on n'explique jamais d'où ils viennent. Parce que ils ont un titre, ok, alors il y a ou une université, ou un hôpital, ou quelque chose qui a l'air vaguement médical, ou disons faculté de médecine, mais après on ne connaît pas le parcours de ces gens, donc on ne sait pas pourquoi ils ont été choisis. Et on sait très bien, toi comme moi, qu'il y a des gens qui sont plus ou moins vendables en télévision et qui peuvent être très bons mais qui sont incapables de parler, on les prendra pas, on prendra quelqu'un qui passera beaucoup mieux parce que sinon ça fait un contre-effet. Donc il y a aussi cet élément du choix de l'expert en fonction de sa capacité à communiquer. Sinon il y a Facebook pour trouver plein d'experts, hein. Ça pullule ces temps-ci. Experts en virologie. Non, mais je veux dire, là derrière aussi, c'est des liens d'intérêt de ces personnes. Il faut pouvoir les interroger par rapport à ça. Je veux dire, sur le fond, toute proportion gardée, mais si on reprend l'expertologie qui a envahi nos médias à partir de la première guerre du Golfe, on se retrouve avec des gens, quand on a pu travailler là-dessus, c'était des experts militaires, oui, qui étaient liés notamment à tel ou tel lobby militaire, qui étaient liés à tel industriel, enfin, on s'est rendu compte qu'on avait aussi des gens qui étaient venus nous raconter des histoires qui étaient totalement fausses. Puis aussi des gens qui vous racontaient, ah tiens, la guerre fonctionne de cette manière-là. On avait des cartes incroyables, des nombres de morts. Puis en fait, on s'est rendu compte que ça s'était passé totalement autrement et qu'on avait énormément de propagande, énormément d'informations qui étaient totalement fausses, de fake news à ce moment-là. Il faut toujours être conscient que ça prend du temps, justement. Il faut des gens sur le terrain, il faut des gens pour vérifier le travail des gens sur le terrain, il faut des gens qui sont aussi, capables aussi d'apporter des informations totalement inédites. Et ça, c'est un travail, ça s'appelle le journalisme. Il faut des moyens, il faut du temps, et il faut, si vous avez 1600 journalistes avec le New York Times, je pense que vous serez largement mieux informés grâce à eux, avec le journal du coin qui a 5 personnes, quoi. Et ça, c'est une évidence, hein. Je veux dire, j'enfonce des porte-ouvertes en vous disant ça, mais le journalisme, c'est un métier, ça prend du temps. Alors, quels sont les moyens qu'on a pour sensibiliser justement les lecteurs à cette attente qu'il faudrait qu'ils s'imposent? Je prends un petit exemple. En l'espace d'une heure, je vois une vidéo sur YouTube d'un journaliste français qui travaille pour Arte, qui lui vit au cœur même de la Chine ce qui se passe en matière de confinement. Il avait déjà fait une vidéo les premières heures, les premiers jours du confinement avec son épouse chinoise. Et il a tourné ça au smartphone, il nous balance ça. La seconde vidéo qui a été publiée là il y a quelques jours, quelques heures seulement, connaît des milliers de vues en l'espace d'un laps de temps très court, parce qu'effectivement c'est un journaliste, il est sur place, il est à Pékin, il nous raconte intramuros ce qui se passe, et dans le même laps de temps, on voit dans les news, on nous dit ouais bon la Chine ok, c'est un peu détendu, mais c'est pas le grand rush, il n'y a pas tous les magasins qui sont ouverts, il n'y a pas toutes les échoppes, les restaurants, etc. Et là, on voit deux informations qui se télescopent, qui sont contradictoires et qui viennent toutes les deux d'organes journalistiques. D'un côté, c'est le TJ, je nommerai pas le pays qui est à l'origine de cette info, et de l'autre côté, c'est un journaliste qui vit en Chine à l'année. Comment on sensibilise les internautes, les lecteurs à ce télescopage ou à cette attente d'avoir la vraie info qui a été travaillée, qui a été vérifiée? Parce que là, c'est vrai que c'est un exemple, ok, un petit peu rude pour aujourd'hui à servir, mais qui a le pouvoir d'illustrer ce qui se passe actuellement. Mais c'est passionnant parce qu'on est vraiment là dans l'opposition entre ce qu'on appelle le témoignage et après la question de recouper l'information, de la travailler, de pouvoir l'analyser, de pouvoir la mettre en perspective. Et ça, c'est une question d'éducation aussi aux médias. Je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai problème de fond, c'est que on a expliqué pendant 20 ans, on a dit aux gens que l'information était gratuite.
Voilà. Et puis, ce qui est pas vrai, parce que quand elle est gratuite, c'est que c'est bon produit. Et deuxièmement, que tout le monde était journaliste. Encore une fois, c'est pas vrai. C'est un métier. Et moi, je suis pas pilote de chasse, ni pilote d'avion, ni chirurgien. Et je pense que Dieu m'en préserve, que j'ai jamais besoin d'être chirurgien, parce que c'est pas ma mission, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'être capable de pouvoir recouper, de prendre le temps de recouper une information. Et ça, c'est notamment la mission qu'on s'est donnée avec le journalisme. Après, effectivement, c'est un témoignage. Il faut en avoir d'autres pour pouvoir déterminer ce qui se passe véritablement en Chine. Et Dieu sait si c'est très compliqué de pouvoir faire ce métier de l'investigation en Chine, et notamment les journalistes du Washington Post et du New York Times ont été, pour certains, dégagés de Chine, parce que les Chinois ne veulent pas qu'on sache ce qui s'est véritablement passé. C'est aussi un des problèmes d'ailleurs du pourquoi aussi de la crise actuelle, c'est qu'on s'est rendu compte que ce que les Chinois nous donnaient comme information n'était pas tout à fait crédible, ni vérifié, ni vérifiable. Après, au-delà pour les États, c'est pas un problème de journalisme, c'est un problème de services d'enseignement qui n'ont pas fait leur métier, qui n'ont pas fait leur boulot et qui n'ont pas les réseaux, je pense, sur place pour pouvoir donner les bonnes informations. Mais ça, c'est un autre débat qui serait intéressant d'ailleurs. Où ils ont donné l'information, elle n'a pas été traitée correctement à la tête de l'État, parce que l'information a été donnée. Mais voilà. Ouais, aussi. Mais pour revenir sur la question du journalisme, oui, c'est une question aussi d'éducation. Moi, je pense que les journalistes doivent repartir aussi sur le terrain, et ça c'est une des leçons aussi de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, pour expliquer ce que c'est que leur métier. On n'est pas des diseurs de bonne aventure, on n'est pas quand on a l'humilité de dire que ce qu'on donne comme information, c'est des informations qu'on a vérifiées, vérifiables et qui viennent du terrain, mais qu'on n'est pas là non plus pour donner la vérité vraie. Hein. À un moment donné, on dit ce qu'on voit, on voit ce qu'on dit. Je veux dire, sur le fond, les gens doivent être dans cette logique. On est les témoins de ce qui se passe, véritablement, avec un peu plus de bouteilles, un peu plus de métier, des obligations aussi de droits et devoirs légales qui font qu'on peut pas faire n'importe quoi. Et c'est ça notre force. Mais sur le fond, on peut vous dire aujourd'hui ce qu'on a vu. Et demain, il y a peut-être d'autres choses qui vont être un peu différentes. Moi, je prends l'exemple d'un copain à nous qui s'appelle Rob Fields, qui est un correspondant au Moyen-Orient pour The Independent, qui est un plus ancien journaliste sur le terrain, qui est un gars qui a rencontré des gens comme Ben Laden, qui a couvert notamment la guerre en Afghanistan, qui a couvert les guerres au Liban ou ailleurs. Moi, chaque fois que je le rencontre, il me dit chaque fois la même chose. Il faut arriver. Si tu veux parler du Moyen-Orient, il faut être au Moyen-Orient, il faut pouvoir parler avec le boucher, le taxi, le vendeur de saucisses, le vendeur de salade. Et puis, si on te dit c'est passé ça là-bas, tu y vas. Voilà, c'est tout. Et tu vas voir et si on te dit un bombardement, tu vas voir s'il n'y a pas eu de bombe, c'est-à-dire qu'on t'a dit des bêtises. C'est ça notre métier. C'est qu'un gouvernement ou quelqu'un vous donne une information, il faut aller la vérifier, quoi. Et il faut du temps pour ça. Bon, nous, c'est pour ça qu'on est parti dans ce journalisme il y a 6 ans, parce qu'on en avait un peu marre aussi de courir après l'information, courir après l'actu, et qu'on s'est dit à un moment donné, stop, il faut pouvoir revenir sur les bases du métier. Les bases du métier, c'est le terrain. Et puis après, ça, c'est des informations de base. Puis après, il faut avoir le temps de les recouper, le temps de les vérifier, le temps de les analyser, le temps aussi de demander à d'autres sources de dire si c'est crédible ou pas, parce qu'il y a des gens qui bidonnent aussi, même en allant sur le terrain, ça existe. Hein. Et puis, grâce à ce service aussi de vérification, de contrôle et d'analyse, on arrive à donner une information après qui est crédible et qui est solide et qui permet aussi de raconter des histoires différemment de ce qu'on peut trouver ailleurs. Ouais, écoute, en tout cas, c'est hyper intéressant et surtout, ça montre la différence entre un robot et un être humain. Et effectivement, le boulot, il est là. Et je pense que c'est aussi le métier de journaliste doit être, c'est pas qu'une histoire d'éditeur, c'est une question de métier. Et je pense que les journalistes doivent aussi défendre leur profession. Et je pense que là, c'est vraiment, tu l'as expliqué. Je pensais que c'était intéressant aussi dans ce marasme qu'on remette les choses au milieu, pas l'église au milieu du village, mais disons qu'on mette le métier là où il doit être. Et effectivement, c'est un métier. Et je pense qu'on réécrira et on parlera de cette période qui, pour l'instant, nous sommes dans de l'information, mais nous ne sommes pas dans du journalisme. Et on verra bien ce qui ressortira de cette pandémie. Et
qui a fait juste et qui n'a pas fait juste. On verra. Mais je pense que ça va être très très intéressant de relire ça. Merci beaucoup Patrick Valélian pour le temps. On parlait de temps, ben voilà, ça y est, il est temps pour nous. Je suis un peu le maître de cérémonie, désolé, j'arrive comme ça avec les bonnes nouvelles ou les mauvaises, mais c'est la journée de la banane, donc on garde le sourire. Hein. On a dit que on avait le droit aussi de l'avoir sur le visage, la banane. Merci beaucoup Patrick Valélian. On va se dire que cette crise va aussi impacter, modifier certains métiers et pourquoi pas celui du journaliste. On va souhaiter plein de vie, bonne vie à tous celles et ceux qui travaillent autour de l'information. Et Dieu sait que ces temps-ci, c'est pas facile. Pour rappel, tout ce que vous avez vu, entendu, et merci pour l'interaction d'aujourd'hui, hein, quelle qu'elle soit, puisqu'effectivement on avait des auditeurs, des viewers d'un peu partout de la planète, ça fait plaisir. Vous avez le droit de revoir ça en replay, vous avez le droit de le partager, vous avez le droit de le commenter, même en replay, on sera là derrière pour vous aider. Et puis vous allez très prochainement retrouver tous ces contenus également au format podcast sur les bonnes vieilles plateformes, j'allais dire. Oui, parce que le podcast, ça fait quand même depuis 2004 que ça existe. Voilà, on va se dire, Victoria, à la semaine prochaine. Non. Demain, c'est reparti comme en 14. Mardi aujourd'hui. Hein. Voilà, à demain. Alors en tout cas, merci Patrick et puis salut Thierry. À demain. À demain, Annie. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.